Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission « Une ville, un écrivain ». Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Paris d'Honoré de Balzac. Il passe sa jeunesse sous la Restauration et compose son immense œuvre, la Comédie humaine, principalement sous le régime de Louis-Philippe. Dans la première moitié du XIXe siècle, Paris est toujours une vieille ville, entourée de murs et de barrières d'octroi. Paris est sale, puante et mal éclairée. La boue est omniprésente, les trottoirs sont encore rares et l'éclairage au gaz ne se répand qu'au cours des années 1830. Balzac est né à Tours en 1799, mais il déménage à Paris à 15 ans et il aura une dizaine d'adresses parisiennes en 35 ans. Balzac passe sa jeunesse dans le Marais. Les 10 années suivantes, il occupera plusieurs domiciles rive gauche, à proximité du Luxembourg, avant de s'établir rive droite quand son succès l'y autorise. Il réside alors entre Chaillot, Passy et la rue Fortuné, qui deviendra la rue Balzac, où il mourra à 51 ans. Il ne reste rien des nombreux domiciles de Balzac, sauf la maison Balzac, rue Renoir dans le 16e arrondissement. Devenue un musée, nous aurons le plaisir de la visiter en compagnie du conservateur Yves Gagneux. Paris sert de toile de fond à de nombreux romans de la Comédie humaine. Balzac donne rarement une description précise d'un quartier. Les caractéristiques topographiques ou architecturales l'intéressent moins que de restituer une ambiance ou ce qu'il appelle un état d'esprit. Ce sont les personnages qui y habitent et leur statut social en particulier qui définissent les quartiers. L'aristocratie habite encore au faubourg Saint-Germain. Les banquiers et la riche bourgeoisie font construire les immeubles opulents autour de la chaussée d'Antin. Les grands boulevards deviennent le lieu de promenade à la mode et remplacent le palais royal. Les halles grouillent de petits commerces. Enfin, le quartier latin reste le centre de vie des étudiants désargentés. Partons donc sur les traces de Balzac, dont l'imagination sans borne fit naître 137 œuvres en 20 ans à peine. La Comédie humaine est une immense fresque de 2500 personnages, dont plus de 500 sont récurrents. Le jeune Honoré Balzac, qui ne s'est pas encore octroyé une particule, passe sa jeunesse dans le Marais entre 1814 et 1824. Mentionnons tout d'abord le 9 rue de Lesdiguières, près de Bastille, où ses parents lui paieront le loyer d'une mansarde pendant 2 ans, pour qu'il s'essaye à sa passion, devenir écrivain. C'est là que Balzac rédigera ses premiers écrits, très mauvais d'ailleurs, et souvent sous des pseudonymes. Balzac s'inspirera directement de ce grenier pour décrire la chambre de Raphaël de Valentin dans La peau de chagrin. Rien n'était plus horrible que cette mansarde aux murs jaunes et sales qui sentait la misère et appelait son savant. La toiture s'y abaissait régulièrement et les tuiles disjointes laissaient voir le ciel. Il y avait place pour un lit, une table, quelques chaises, et sous l'angle aigu du toit, je pouvais loger mon piano. Toujours dans le Marais, Balzac retourne habiter chez ses parents, au 7 rue du Roi Doré. Il y écrit Splendeur et misère des courtisanes et retrouve Madame de Berny, qui habite quelques rues plus loin, au 17 rue Portefoin. Laure de Berny, qui à l'âge de la mère de Balzac est mariée et mère de famille. Elle a 9 enfants. Elle deviendra son amante et jouera un rôle crucial dans la vie de Balzac. Balzac a grandi loin de sa mère, une femme froide et distante, et il disait « Je n'ai jamais eu de mère ». Laure de Berny lui apportera donc le réconfort maternel dont il a manqué. Balzac la surnomme la Dilecta, la bien-aimée. Elle accompagnera toute la carrière de Balzac et sera un réconfort sans faille pour lui offrant une oreille attentive et un soutien financier. Madame de Berny servira de modèle à Madame de Morsauf dans Le Lys dans la vallée, qui retrace l'histoire d'amour impossible entre un jeune homme et une femme mariée. Le quartier du Marais inspire également Balzac pour le cousin Pons, qui habite rue de Normandie. La rue de Normandie est une de ces rues au milieu desquelles on peut se croire en province. L'herbe y fleurit, un passant y fait événement, et tout le monde s'y connaît. Les maisons datent de l'époque où, sous Henri IV, on entreprit un quartier dont chaque rue porta le nom d'une province. Après le Marais, traversons la Seine pour nous rendre dans le 6e arrondissement et suivons la carrière quelque peu chaotique de Balzac.
Entre 1824 et 1835, Balzac connaît à la fois des déboires financiers avec l'imprimerie rue Visconti et des succès littéraires lorsqu'il habite rue Cassini, près des jardins de l'Observatoire. Balzac est sans conteste un écrivain talentueux, mais c'est un piètre homme d'affaires. Tous ses investissements tournent au désastre, et en particulier sa tentative de monter une imprimerie. Nous voici au 17 rue Visconti, anciennement rue du Marais. En 1826, Balzac y installe son imprimerie au rez-de-chaussée et son appartement au premier étage. L'imprimerie, Balzac et Barbier, fondée avec un de ses amis chef typographe, imprime toutes sortes de prospectus commerciaux sur les pilules antiglaireuses de longue vie, l'annuaire de la charcuterie ou l'art de mettre sa cravate. Balzac y imprime aussi les éditions compactes et illustrées de Molière ou La Fontaine. Mais la mauvaise gestion de l'écrivain l'obligera à vendre l'imprimerie à peine 2 ans plus tard et le criblera de dettes pour le restant de sa vie. Est-ce en souvenir de ces déboires que Balzac décrit la rue en ces termes peu élogieux ? La rue des Marais, située au commencement de la rue de Seine à Paris, est une horrible petite rue, rebelle à tous les embellissements. Difficile à croire quand on regarde la rue aujourd'hui. Seul trouve grâce à ses yeux la maison de Racine. Cette rue des Marais possède un monument précieux, la maison, aujourd'hui numérotée 15, où Racine passa toute sa vie. Balzac retourne rive droite de 1835 jusqu'à la fin de sa vie en 1850. L'hôtel particulier de la rue Fortuné dans le 8e arrondissement n'existe plus. En revanche, la maison de la rue Basse est toujours debout. Située maintenant au 47 rue Raynouard dans le 16e arrondissement, la maison sera occupée par Balzac de 1840 à 1847. Je vous laisse découvrir cette maison-musée en compagnie de son conservateur, M. Yves Gagneux. Nous sommes ici dans la maison de Balzac, c'est aujourd'hui un musée. C'est le dernier des domiciles parisiens de Balzac qui subsiste aujourd'hui. Et ça se trouvait dans Passy, qui à l'époque était un petit village. Donc Balzac devait vraiment traverser des champs, traverser des vergers, traverser des potagers pour arriver jusqu'à Paris, jusqu'à la place de la Concorde. Il y a vécu 7 années. 7 années, ça paraît très peu. C'est plus d'un tiers de sa vie de créateur, de sa vie d'écrivain. Et c'est pendant cette période qu'il a conçu la comédie humaine. Il a donc complété cet ensemble d'un certain nombre de romans les plus beaux, comme Le Cousin Ponce, La Cousine Bête, La Rabouilleuse, Splendeur et misère des courtisanes. Et il a surtout réécrit la totalité de ses romans pour qu'il rentre dans ce vaste projet d'une classification des espèces sociales. Alors cette table de Balzac est peut-être l'objet personnel le plus touchant de tout le musée. Elle est toute petite, elle est minuscule, donc on imagine bien que Balzac n'avait pas de notes dessus. Il arrive à cette table, en général, on connaît bien ses horaires, à minuit. Il y a un flambeau, sa cafetière toute fumante, un encrier, du papier, et de minuit à 8 h du matin, Balzac va travailler sans relâche. De 8 h à 9 h, il s'arrête, il fait une pause, il déjeune, il s'habille. L'imprimeur arrive, emporte ce qui a été écrit pendant la nuit et va laisser à Balzac ce qui a été imprimé la veille au soir. Balzac, à 9 h du matin, se remet à sa table de travail et va y rester jusqu'à 6 h l'après-midi. Puis, il fait différentes choses, il dîne, il va faire sa correspondance, une petite promenade, ce mot il est à 8 h, et voilà. Donc il va vraiment y passer sa vie. Et cette toute petite table, il l'a promenée de domicile en domicile. Il en parle à sa lointaine maîtresse polonaise, il lui dit voilà, elle a vu mes peines, elle a vu mes joies, je l'ai usée de mon coude, mais cette table n'a pas été usée que par le coude, et si l'on regarde attentivement, on aperçoit de nombreuses petites encoches qui ont probablement été faites par la plume de l'écrivain voulant écrire et n'ayant pas l'envie d'aller chercher d'autres plumes. Alors la canne de Balzac, c'est tout un ensemble, c'est une chose absolument merveilleuse. Balzac a acheté cette canne très chère, 800 francs or, c'est une quantité considérable de pièces d'or, c'est très cher, et il va la commander alors qu'il n'a pas le premier sou pour la payer, mais il est convaincu que le succès va suivre et que l'abondance va venir, donc en fait, en achetant cette canne très chère, il fait pratiquement des économies. Et puis cette canne, elle va frapper les contemporains parce qu'elle est très étonnante. D'abord, elle est énorme, le buis est gigantesque alors que normalement un buis c'est tout petit. Et puis elle a cette énorme pommeau d'or, Balzac n'a pas donné dans la minceur. En plus, elle est couverte de turquoise. Or, la turquoise, dans le langage des pierres que l'on connaît bien au XIXe siècle, la turquoise symbolise la pureté virginale des jeunes filles. Quel rapport entre la pureté virginale des jeunes filles et ce gros monsieur tout joufflu avec les joues éclatantes de santé?
On ne le sait pas. En plus, vous avez un petit pommeau qui s'ouvre. Qu'est-ce qui se cachait dessous? Ben, on n'en a jamais rien su. Et du coup, les critiques, les caricaturistes se sont emparés de cette canne qui est devenue le symbole de Balzac, au point qu'une de ses amies a même écrit un roman, La canne de Monsieur de Balzac, roman dans lequel elle explique que cette canne rend invisible celui qui la porte à main nue dans la main gauche. C'est une canne magique. Et, explique-t-elle, c'est grâce à cette propriété que Balzac parvient à se glisser subrepticement dans l'hôtel particulier du banquier, à rentrer dans l'arrière-boutique de l'épicier, à pénétrer dans la chambre de l'ouvrier ou de la grisette. Et là, il va vous noter les expressions qu'emploient les gens le matin ou le soir, et vous met ça dans des livres. Ça paraît plus vrai que nature, on admire l'auteur. Charlatanisme, c'est la canne qu'il faut admirer. L'auteur, lui, n'a trouvé tout au plus que le moyen de l'utiliser. Cette petite cafetière en porcelaine de Limoges a été offerte à Balzac par son ami Zulma Caro qui habitait Limoges. Et il faut s'imaginer cette cafetière, c'était l'instrument de travail, l'instrument de vie, peut-être aussi l'instrument de torture de Balzac qui a puisé l'inspiration, mais qui a dû prendre tellement de café qu'il en est tombé malade, mais véritablement malade, et ensuite il va se sevrer, et quelques années plus tard, il va reprendre le café, devoir le reprendre, et il est désespéré. Il sent qu'il a une obligation de reprendre ce café, c'est excitant, qui lui permettra de travailler, et il sait qu'à nouveau, ça va le faire souffrir. Le Paris de Balzac, c'est aussi celui que l'on trouve dans la comédie humaine. Comme les personnages que l'on retrouve d'un roman à l'autre, certaines rues réapparaissent à différents moments. Je vous emmène tout d'abord dans le quartier latin, le quartier des étudiants, des journalistes en herbe, d'une jeunesse ambitieuse mais souvent désargentée. Balzac n'a jamais habité le quartier latin, même s'il étudia la philosophie à la Sorbonne, parallèlement à ses études en droit. Il loge cependant nombre de ses personnages dans le quartier latin, et la pension Vauquer est centrale à l'intrigue de plusieurs romans. S'y côtoient Rastignac et le père Goriot, mais aussi Horace Bianchon, qui est alors interne à l'hôpital Cochin. Le célèbre médecin soignera presque tous les personnages de la comédie humaine. Il paraîtrait même que Balzac, sur son lit de mort, ait appelé Horace Bianchon à son chevet. La pension Vauquer n'existe plus, mais était située avec précision rue Neuve-Sainte-Geneviève, l'actuelle rue Tournefort dans le 5e. La maison où s'exploite la pension bourgeoise appartient à Madame Vauquer. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance. Elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné, elle pue le service, l'office, l'hospice. Eh bien, malgré ces plates horreurs, si vous la compariez à la salle à manger, qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé, comme doit l'être un boudoir. Tout près se situe la bibliothèque Sainte-Geneviève, place du Panthéon. C'est ici que se rencontrent Lucien Rubempré et Daniel d'Arthès dans Les Illusions perdues. Toujours sur la place, on peut trouver l'église Saint-Étienne-du-Mont où a lieu l'enterrement du père Goriot, abandonné par ses deux filles. Rastignac et Christophe accompagnèrent seuls, avec 2 croque-morts, le char qui menait le pauvre homme à Saint-Étienne-du-Mont, église peu distante de la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Arrivé là, le corps fut présenté à une petite chapelle basse et sombre, autour de laquelle l'étudiant chercha vainement les 2 filles du père Goriot ou leur mari. Les étudiants fauchés habitent à la pension Vauquer ou bien dans des petits hôtels dont 2 sont situés rue de Cluny, près de la Sorbonne. L'hôtel de Saint-Quentin où loge Raphaël dans La peau de chagrin et l'hôtel de Cluny, un misérable hôtel garni où loge Lucien de Rubempré dans Les Illusions perdues. Lucien écrit à sa sœur. Après avoir habité le beau quartier, je suis aujourd'hui hôtel de Cluny, rue de Cluny, dans l'une des plus pauvres et des plus sombres petites rues de Paris, serrée entre 3 églises et les vieux bâtiments de la Sorbonne. J'occupe une chambre garnie au 4e étage de cet hôtel, et quoique bien sale et dénuée, je la paye encore 15 francs par mois. Pour la petite histoire, l'hôtel existe toujours et le poète Arthur Rimbaud y a séjourné en juin 1872. Dans la jeunesse de Balzac, le Palais Royal est l'un des lieux les plus célèbres et élégants de Paris. Les plaisirs de la ville s'y concentraient, les tripots, les restaurants et les femmes de compagnie. Les maisons de jeu, nombreuses sous les arcades, étaient désignées par un simple numéro.
Raphaël de Valentin se rend au tripot numéro 36 au début de la peau de chagrin. Vers la fin du mois d'octobre dernier, un jeune homme entra dans le palais royal au moment où les maisons de jeu s'ouvraient. Sans trop hésiter, il monta l'escalier du tripot désigné sous le nom de numéro 36. Au premier coup d'œil, les joueurs lurent sur le visage du novice quelque horrible mystère. Ses jeunes traits étaient empreints d'une grâce nébuleuse, son regard attestait des efforts trahis, 1000 espérances trompées. Celui-ci marcha droit à la table, s'y tint debout, jeta sans calcul sur le tapis une pièce d'or qu'il avait à la main et qui roula sur noir. « Rouge, pair, passe », dit officiellement le tailleur. Quant au jeune homme, il ne comprit sa ruine qu'au moment où le râteau s'allongea pour ramasser son dernier Napoléon. Ruiné, sans goût pour la vie, Raphaël veut aller se jeter dans la Seine, puis il se ravise et entre dans la boutique où il fera l'acquisition de la peau de chagrin aux propriétés mystérieuses. Rastignac, dans le père Goriot, lui sera plus chanceux. Au tripot numéro 9, il misera les 100 francs que lui a confiés sa maîtresse Delphine de Nucingen et il gagnera 7200 francs. Les jeux de hasard sont interdits à partir de 1836 et la fermeture des tripots rendra le palais royal moins attractif. Balzac ne mentionnera d'ailleurs plus ce lieu dans ses romans postérieurs. Le centre de gravité des plaisirs se déplace dès lors vers les grands boulevards avec les passages couverts, leurs commerces et leurs panoramas. Balzac aime beaucoup se promener au cimetière du Père-Lachaise et il y enterre la plupart de ses personnages, dont le père Goriot, Michel Chrétien ou la fille de Ferragus. Balzac y est lui-même enterré avec sa femme, Madame Hanska, l'étrangère, l'aristocrate polonaise qu'il courtisa pendant 17 ans. Il ne réussira à l'épouser que 5 mois avant sa mort. Il n'avait que 51 ans. C'est bien sûr à Rastignac que l'on pense en se promenant au Père-Lachaise, qui surplombe tout Paris. Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché le long des deux rives de la Seine où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnant un regard qui semblait par avance en pomper le miel et dit ces mots grandioses « À nous deux maintenant !» Et pour premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez Madame de Nucingen. Je voudrais terminer cette émission par une statue qui rend hommage à Balzac. Vous la trouverez à l'angle des boulevards Raspail et Montparnasse. Plus de 30 ans après la mort de Balzac, Émile Zola, qui dirige la Société des gens de lettres, d'ailleurs fondée par Balzac en 1839, demande à Rodin une sculpture pour honorer Balzac. Rodin passe des années de travail acharné pour façonner cette œuvre. Mais le résultat ne plaît pas. Nombreux sont ceux qui s'en moquent et la Société des gens de lettres refuse la statue en 1898. Une violente polémique se déclenche alors et ce qui était originellement une affaire de goût tourne à l'appropriation politique. En pleine affaire Dreyfus, les défenseurs de la statue de Rodin sont assimilés à Zola et aux Dreyfusards. Rodin est excédé et il refuse que sa statue ne devienne un symbole de cette division politique. Il se retire et emporte sa statue. Il faudra attendre 1939 pour que la statue soit installée à son emplacement actuel. L'écrivain se tient debout sur près de 3 mètres de hauteur dans la robe de chambre qu'il revêtait pour travailler. Le Paris de Balzac est varié et nous sommes loin d'en avoir fait le tour, mais j'espère que cette sélection vous donnera envie de vous replonger dans la comédie humaine et de retrouver les quartiers où se nouent ces intrigues. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission, Une ville, un écrivain.